Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Ce programme n'existe que grâce à vos dons, alors soutenez La Riposte. C'est le nom de notre campagne citoyenne qui vise à bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux, Molotov, les opérateurs Box et peut-être la TNT francilienne. Alors rejoignez le mouvement et soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Et si vous voulez donc nous voir sur la TNT, signez la pétition sur tntdesindés.fr. Et tout de suite, c'est parti pour l'œil de Moumou. Bonjour Morad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chère Amira, ravi de te retrouver. Pareil, c'est toujours un plaisir de te retrouver sur le plateau. Et avant les tops et les flops de la semaine que tu nous as gentiment concoctés, on commence avec ton traditionnel préambule. Et on le rappelle, on enregistre le jour de l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Ça y est, il est à la santé et il a eu plein de témoignages de soutien, dont un de la part d'un ancien détenu. Oui, c'est absolument exceptionnel. Alors je me demande comment, à un moment donné dans les conférences de rédaction, alors je rappelle que 2 fois par jour, minimum, hein, mais 2 fois par jour il y a une conférence de rédaction, généralement c'est le matin, alors que ce soit dans la presse écrite ou la presse télévisée, il y a une conférence le matin et puis on fait un point, on raccroche les wagons l'après-midi pour voir un peu où en est l'actualité. Et puis je me suis vraiment posé la question de savoir qui a eu cette idée saugrenue, alors que quelqu'un puisse avoir l'idée, pourquoi pas. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez collégial, il y a quand même des chefs de rubrique, des chefs des directeurs de la rédaction et ainsi de suite. Je ne sais pas qui a pensé inviter ce repris de justice en particulier. Qu'on aille prendre un repris de justice lambda qui a vécu une incarcération particulièrement banale, hein, j'ai envie de dire, avec des conditions dégueulasses, alors qu'on sait que ce ne sera pas le cas de Sarkozy, admettons. Mais là, écoutez et regardez de qui il s'agit. Nicolas Sarkozy, je le connais, c'est un garçon qui a un moral d'acier, qui est solide comme un roc. Ce qu'il faut, c'est qu'il aille faire du vélo faire du sport dans la salle, parce qu'il est habitué, parce que tous les jours il court, tous les jours il fait du vélo. Pour lui, c'est important. C'est un monsieur qui, le matin, se lève très tôt et travaille. C'est-à-dire qu'il écrit, il lit beaucoup, il écrit beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il souffre beaucoup de la solitude. Il va lire encore plus que d'habitude, il va écrire encore plus que d'habitude. Et il résistera très bien, j'en suis sûr, parce qu'il a une volonté de faire. Voilà, c'est un garçon solide. Est-ce que vous conseilleriez aux proches de Nicolas Sarkozy d'aller au parloir? Bien sûr. On attend le parloir, c'est même long, parce que c'est 2 fois par semaine. Ça dure 3 quarts d'heure. Je peux vous dire que les 3 quarts d'heure passent très vite. Mais bien sûr, c'est très important de voir... mon épouse venait à la santé... 2 fois par semaine, c'est important. J'espère que tout se passera bien, j'espère surtout qu'il y restera pas trop longtemps. Et ça le soutient de toutes parts. Bah déjà, la première remarque quand même, c'est que Balkany a l'air vraiment en forme pour quelqu'un qui était quasiment mourant et qui a réussi à sortir de la santé justement pour cette raison-là. Je le trouve assez vaillant. Et puis, je trouve ça complètement déplacé. Alors, il y a eu effectivement plein de soutiens. Ils sont allés un peu... Alors, on pense évidemment à la fameuse scène du parrain où on vient embrasser la bague du patriarche. Là, c'est à peu près ça. Hein. Ce matin et hier, ils sont venus tous embrasser la main du parrain. Il a été reçu d'ailleurs aussi, hein, on l'a entendu ici, par le président Macron. Alors je me suis dit, bon, c'est une boulette, ils vont le retirer, ils vont faire gaffe, de ne pas recommencer et compagnie. Bon, tu parles, c'était sans compter sur nos chers consoeurs et confrères de BFM TV qui s'y sont collés également. Je vous laisse regarder. Oh, écoutez, je lui souhaite beaucoup de courage et j'espère surtout qu'il n'y restera pas très longtemps. Voilà, et je lui dis toute mon amitié et ma solidarité. Si vous le pouvez, vous irez lui rendre visite? J'en aurai sûrement pas l'occasion et sûrement pas l'autorisation.
Et puis là, Mourad, on va passer à cette annonce de Sabrina Medjeber. Tu vas nous dire si pour toi, c'est une vraie sociologue. Est-ce que tu as trouvé une trace? On se pose toujours la question ici-bas de savoir si les gens sont qualifiés, pas qualifiés, et ainsi de suite, légitimes, pas légitimes. Et puis, on s'interroge toujours, vous savez, sur le fameux terme d'essayiste, de politologue, qui sont des termes complètement bidons, qui sont sanctionnés par aucun diplôme. Voilà. Et là, elle est sociologue. Alors, on va voir cette capture d'écran de nos chers amis de Frontières Médias, où elle est également qualifiée, taxée de sociologue. Sauf que je n'ai jamais... Alors, je lance un appel à nos auditeurs, à nos téléspectatrices, téléspectateurs. Alors, je dis auditeurs et auditrices parce que il y a beaucoup de gens, je ne savais pas, mais je le vois sur les réseaux, qui nous écoutent. C'est marrant, hein. C'est-à-dire qu'ils suivent l'œil de Moumou en voiture, ils posent le téléphone sur le siège avant, ou alors en faisant du jogging. Et après, quand il y a un truc qui les titille, ils vont regarder. Mais c'est assez marrant d'avoir aussi... Ouais, c'est un très bon podcast. D'avoir des auditeurs et auditrices, c'est aussi amusant qu'internautes ou téléspectateurs et téléspectatrices. Et donc, je lance un appel parce que je n'ai trouvé aucune trace, aucun travail scientifique, aucune publication de cette fameuse Sabrina Medjeber. Donc, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je serai excessivement intéressé et forcément nourri de lire ces travaux scientifiques. Alors, tu as regardé la télé, tu as regardé les réseaux sociaux et tu as remarqué quelque chose, ce qui se passe hors antenne. Oui, alors c'est notre ami Caisse de Grève qui nous a trouvé cette perle. Alors, je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises d'un journaliste de France Télévisions, enfin en l'occurrence de Radio France, puisque maintenant c'est un peu confondu tout ça, qui avait dit à plusieurs reprises, en off évidemment, qu'il était obligé à cause des gens de LFI, et en l'occurrence, alors des cadres de LFI qui recevaient, des élus de LFI qui recevaient, puis en particulier de Rima Hassan, il était obligé de jouer, ouvrez les guillemets, le rôle de juif de service. Ça veut dire qu'il faisait passer son intimité, sa confession présumée avant son travail de journaliste, ce qui pose un léger problème. Imaginons que ce soit un musulman qui dit ça, on pourrait se poser des questions, évidemment. Et là, on va se rendre compte, alors je vous dis ça pour papoter, hein, je ne fais pas de lien direct, on va voir que sur la question, par exemple, de l'antisémitisme, on peut en rigoler, alors hors micro, certes, sauf qu'ils ne savent pas qu'ils sont hors micro, mais on peut en rigoler. Et là, on va voir Nathalie Saint-Cric, on va entendre Nathalie Saint-Cric parler à Gilles Bornstein, évoquer une question en rigolant d'antisémitisme, parce que c'est un sujet rigolo, l'antisémitisme, on a forcément envie d'en rire. Et écoutez bien la réponse de Gilles Bornstein. Rappel des titres, Gilles. Oh, t'es antisémite. Bah oui, mais moi je peux. Merci beaucoup, Cécile. Donc ça se passe sur le service public, c'est déjà le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on a un tout petit peu le sentiment que finalement la question de l'antisémitisme, c'est pas si sérieux que ça, puisqu'on peut en rire, et qu'il y a peut-être un soupçon possible, mais d'ailleurs on va en reparler après, peut-être un soupçon possible d'instrumentalisation in fine. Et je trouve ça assez grave dans la période qui court. Ça signifie que quand ils vont reparler sérieusement d'antisémitisme et qu'on va se rappeler ce passage, on va avoir un doute sur leur sincérité. Ah oui, qu'on va se rappeler qu'ils ont rigolé, ça va être dur. Et maintenant, c'est l'heure des tops de Moumou, c'est parti. Alors Mourad, on va commencer par le premier top. Hein. J'en dis pas plus, tu l'as juste appelé top comparaison. C'est bien évidemment la chère Rachel Kahn. Oui, alors ça peut paraître facile de dire ça à chaque fois, mais on pense toujours que c'est la fin, que c'est bon, qu'elle a plié le truc, elle a tiré le rideau de fer, que bon, le magasin est fermé. En fait, pas du tout. C'est du H24. Et là, elle va donc, vous aurez évidemment légèrement entendu parler cette semaine de ce qui s'est passé au Louvre. Alors, ils en ont fait des caisses et des caisses. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment, enfin je parle de la plupart des médias, tiennent un truc, ils sont dans une excitation complètement folle, un peu comme l'incarcération de Sarkozy. Mais enfin, là, il y a un côté Arsène Lupin, enfin enquête, voleur en plein Paris, en plein jour et compagnie. Bon, c'est super chiant parce que personne ne sait rien, mais tout le monde raconte quelque chose. Et puis, on a Rachel Kahn qui va débarquer. Et alors, elle va prendre le rond-point, va traverser le rond-point, va y aller gaiement, et elle va faire une comparaison, j'en souris, mais elle va faire une comparaison que je trouve assez hâtive et assez
impertinente au sens premier du terme. Je vous laisse écouter. Non, mais on ne sait pas protéger notre héritage. Mais il y a un terme qui me frappe là dans toute cette séquence depuis dimanche matin, c'est le terme valeur inestimable. Et en fait, valeur inestimable, ça me fait penser, je fais un parallèle peut-être un peu stratosphérique, mais ça me fait penser lorsqu'on a assassiné deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard. On parle des valeurs de notre pays, de ce que l'on transmet. On a en France tué deux professeurs. Et là, aujourd'hui, en France, dans le plus grand musée du monde, le plus prestigieux, on est dans cette guerre contre notre histoire, notre transmission, notre bien commun. Et on dérobe ces bijoux. Après, ce qui m'intéresse... Alors, je laisse de côté ceux qui pensent que, par exemple, Rachida Dati est l'autrice du vol parce qu'elle voulait compléter sa collection de breloques. Mais je veux dire, ça, à la limite, c'est drôle. Là, ça me fait beaucoup moins rire. On ne peut pas mettre sur le même plan, évidemment, l'assassinat de professeur avec le vol de breloques. Alors, oui, on peut le regretter, comme l'a fait Stéphane Bern sur tous les plateaux. On peut dire que, évidemment, c'est une perte gravissime, mais je pense qu'on va les retrouver, vu les moyens qui sont déployés. Mais là, il y a une indécence qui a presque mis mal à l'aise sur le plateau. Alors, je crois que c'est Laurence Ferrari qui était avec elle, pour vous dire à quel point c'est un peu quelque chose de gênant. Et il y en a un, en tout cas, que ça rend très, très triste. On a même l'impression qu'il en pleure. C'est Chalençon. Oh, le pauvre, je suis vraiment peiné pour lui. Il va... Je peux pas. Je vous laisse regarder, s'il vous plaît. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Rendez le bijou de la couronne. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi, bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi. On va venir vous chercher. Bande d'escrocs, traîtres. Ah, qu'il est triste, Chalençon. Franchement, il me ferait presque pleurer ici. Mais bon, j'ai envie de parler d'Alain Bauer, qui apparemment nous apprend quelque chose le sur ce vol. Ouais, alors il est génial, ce mec. Parce qu'il est invité partout. Alors, on avait ici diffusé une super série de tweets où, fourni, bourré de captures d'écran, on voyait qu'il était spécialiste de tout. Alors, évidemment, il est spécialiste, évidemment, des cambriolages dans les musées parisiens, les musées nationaux. Et là, il va nous expliquer, parce que nous, on est un peu cons. On ne sait pas si ça a été préparé ou pas préparé. Je vous laisse l'écouter. Il va nous donner une information primordiale. C'est-à-dire comment ils ont pu repérer, comment ils ont pu se préparer. Tout est totalement prémédité. Ce genre d'attaque, même le smash and grab habituel, c'est-à-dire quand on casse et qu'on vole dans une bijouterie ou dans un magasin de luxe, on a fait un repérage avant. Une partie des personnels, notamment des bijouteries, sont désormais préparés à repérer le client qui n'achète rien et qui prend un temps visiblement pas très normal pour se faire montrer l'intégralité de la gamme, voir où est le coffre quand on va sortir les pièces qui ne sont pas sur les présentoirs, etc. Bon, mais donc ils sont venus. Ils sont venus plusieurs fois. Probablement. Ils sont venus en tout cas assez longtemps. À l'extérieur, à l'intérieur. À l'extérieur, il n'y a pas besoin de venir plusieurs fois. Il suffit de passer en voiture, c'est en libre circulation. Oui, mais je veux dire... Ils ont dû calculer la hauteur du balcon. Constater qu'ils avaient la possibilité de garer quand même un camion de déménagement à 9h30 un dimanche matin. C'est le cas assez souvent. Et d'ailleurs, ils ont peut-être mis des plots. Il y a un débat pour savoir si la place avait été pré-réservée avant. Non, c'est un travail de professionnel. Ah ouais, donc c'était prémédité. C'est-à-dire qu'ils ont préparé leur coup, ils sont venus en repérage. En fait. Mais ouais, mais c'est comme un peu les cambriolages place Vendôme chez les grands bijoutiers, c'est préparé. Les mecs, ils vont faire des repérages. Oh, Alain Bauer, si t'étais pas là. Merci beaucoup.
Alors là, on a un top, j'adore comment tu l'appelais. Je ne sais toujours rien, mais je vous dirai tout. Ouais, c'est qui celui-là? C'est pas les premiers, et c'est pas le premier, Luc Ferry, bien évidemment l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui connaît. Alors lui, il est spécialiste aussi de tout, et il s'y connaît parfaitement en géopolitique, notamment en géopolitique concernant les États-Unis et puis les profils et ainsi de suite. Et il peut pas dire comme ça qu'il est fan de Trump. En fait, il l'est. Il peut pas le dire ouvertement, donc il va passer par ses opposants. Il y a eu des énormes manifestations qui ont réuni 7 millions de personnes il y a quelques jours. Et lui, il va expliquer que le profil, en fait, des gens qu'il ne connaît absolument pas ne sont pas des opposants lambda, ce ne sont pas des pro-démocrates, par exemple, mais que ce sont évidemment des gens quasiment LGBTQI. Il n'ose pas le dire, mais c'est presque ce qu'il pense, des wokistes et compagnie. Et il va donc dire que par dépit, finalement, il va préférer Trump. Je vous laisse écouter. Oui, ça, pour le coup, ça me fait franchement rigoler, parce qu'il ne faut pas croire que c'est le Parti démocrate, il ne faut pas s'y tromper. Là, on a affaire au fond de cuve du wokisme. Ça ne veut pas dire que Trump a raison, c'est pas le problème, c'est autre chose. Alors, on va en reparler aussi. Mais là, il faut être bien clair sur le sujet. Le Parti démocrate, il est complètement dans les choux en ce moment. C'est-à-dire qu'on peut dire que Joe Biden et Kamala Harris l'ont vraiment achevé d'une certaine manière. Bon, le fait qu'ils n'aient pas révélé la maladie de Joe Biden, qui était quand même, on le voyait bien, qui était complètement gâteux. Bon, je ne parle pas de son cancer, je parle de sa maladie psychique, le fait que les démocrates l'aient couvert, tout ça, ça leur a nui considérablement. Donc ce qu'on voit dans la rue aujourd'hui, c'est l'extrême gauche wokiste, donc c'est pas ce qui, à mes yeux, est plus sympathique. Voilà, donc j'ai pas beaucoup plus de sympathie, même plutôt moins pour eux que pour Trump, si c'est possible. Donc on a affaire à quelque chose de très grave aux États-Unis, c'est qu'on a un face-à-face entre des gens qui sont insupportables tous les deux. Et donc, il fait partie, Luc Ferry, du club très fermé, enfin de moins en moins fermé finalement, de ces gens dont on se demande à chaque fois, mais pourquoi il les réinvite? Quelle est la plus-value? Je ne comprends pas, mais voilà. En tout cas, ça remplit le temps d'antenne de ces fameuses chaînes d'infos. Je vais mettre ça entre parenthèses avec des guillemets et des crochets. En continu. Et puis, il faut bien faire la propagande de Trump. On va passer à ton top pathos, et c'est pas Chalençon qu'on a vu il y a quelques instants en train de pleurer qu'il l'a, mais c'est notre chère Sophia Aram. Ah, celle-là, elle nous avait manqué. Non, Sophia Boko Haram. Exactement. Ben, sinon, on trahit sa pensée profonde. Alors, n'est pas Bourvil, évidemment, qui veut. Alors, pourquoi Bourvil? Parce que il avait ce talent exceptionnel, ils sont quelques-uns comme ça, mais il avait ce talent exceptionnel, Bourvil, de réussir à nous faire rire et à nous faire pleurer. C'est très difficile, hein, quand on est un bon comédien. C'est quand même pas le cas de Sophia Aram. Donc, alors, elle n'est pas drôle. Sophia Aram, on l'a prouvé à plusieurs reprises, et puis je crois que les audiences le montrent et le prouvent, mais en plus, elle endosse ici le rôle de mauvaise comédienne. Alors, c'est un petit peu le rôle des néo-convertis, des gens qui se découvrent d'un coup comme ça, notamment après le 7 octobre pour elle, qui se découvrent racelard, rognant clairement ses origines, et puis embrassant littéralement le camp des pro-génocidaires, puisqu'elle est proche du CRIF et de certains mouvements, notamment le Printemps républicain et d'autres. Et là, elle va faire exactement ce qu'avait fait Chalmany. Alors, je crois que c'était à la mairie de Paris. Elle avait reçu une médaille en chocolat, un truc sur la laïcité, un truc à la con remis par ses copains, et qui avait dit « je vais me retenir de pleurer parce que je vais parler du 7 octobre et compagnie ». Elle va faire exactement la même chose, et je trouve que c'est vraiment, vraiment très mal joué. Je vous laisse regarder. Je crois que j'ai regardé toutes les vidéos qui étaient disponibles. Je continue de regarder. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pensé au calvaire. J'ai pensé à l'indicible de ce qu'ils ont vécu, parce qu'on a vu les images on a vu l'atrocité des traitements qui ont été infligés aux otages. Et puis après, je suis un peu... C'est ma nature. J'ai pensé à tous ces parents qui voyaient les enfants rentrer et qui, eux, ne récupéreraient pas les leurs. Je vais essayer de le dire sans pleurer. Penser aux vibaces, bon voilà, oui, ouais. Alors apparemment, elle est à deux doigts de pleurer pour les otages israéliens. Est-ce qu'elle a fait pareil? Est-ce que tu l'as déjà même vu ou entendu pleurer pour les otages palestiniens? Bon, la réponse est simple, jamais. 2 poids, 2 mesures. C'est fini pour les tops, on va passer au flop de Moumouf. Et Mourad, ton premier flop s'appelle Doigt d'honneur
imaginaire. Alors pourquoi il est imaginaire, ce doigt d'honneur? Parce que ça a beaucoup excité les médias cette semaine, mais tous les médias, hein, notamment les médias Bob Hollande et compagnie, la Quotidien et France Télévisions, notamment c'est ce soir, c'est demain, c'est aujourd'hui, c'est après-demain, voilà. Ils sont tous allés de leur couplet. Ils ont été méprisants au dernier degré à propos d'un prétendu doigt d'honneur. Alors, c'est un peu tendu, je le reconnais, entre Benjamin Duhamel et Jean-Luc Mélenchon. Ça se passe dans le studio, dans la matinale de France Inter. Jean-Luc Mélenchon s'énerve pour des raisons qu'on peut comprendre. D'ailleurs, même l'intéressé, Duhamel, n'a pas... Moi, je le trouve honnête, Benjamin Duhamel, là-dessus. Il a reconnu que c'était tendu, mais normalement tendu entre un homme politique et voilà, et un journaliste de droite. Non, enfin, je plaisante. Par contre, ce qui m'a troublé, c'est la suffisance de Bruce Toussaint, qui va se retrouver face à Manuel Bompard et qui va reprendre ce soi-disant donc fameux doigt d'honneur imaginaire, personne ne l'a vu. Enfin, en tout cas pas moi. Il y a des vidéos qui ont circulé qui montre qu'effectivement, il a la main comme ça, il a l'index comme ça, mais oui, c'est vraiment chercher la petite bête. Et c'est pas en direction des personnes. Je rappelle quand même le principe du doigt d'honneur, c'est de le faire en direction de la personne concernée. Et Quotidien a repris ça comme une information. Vraiment, Quotidien, il faudra qu'on fasse une spéciale un jour là-dessus, parce que c'est vraiment une émission en pleine dérive, qui donc a menti factuellement. Je vous laisse regarder cet extrait. Ça se passe donc sur C'est à vous, sur France 5, où ils ont invité... Alors, on a tout le monde, on a les gens du quotidien, et on a en même temps Bruce Toussaint. Je vous laisse écouter. Quand même, la particularité de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'adresse pas de geste à un opposant, mais à un journaliste. Ça vous a manifestement marqué, Bruce Toussaint. Vous receviez Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Regardez. Donc vous condamnez les exécutions je peux le dire par le Hamas 10 fois si vous voulez, parce que je sais pas, vous voulez faire croire que je pourrais ne pas les condamner? C'était pas aussi clair, pardonnez-moi. Ah bah si, c'était très clair. On m'a demandé si je partageais cette condamnation et j'ai dit que je la partageais évidemment. Alors évidemment, voilà, c'est clair, monsieur Toussaint, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous allez me faire un doigt d'honneur en sortant du plateau? Qu'est-ce qui se passe là? Je me suis juste permis de vous poser une question. Vous avez senti une certaine animosité? Vous avez eu peur que ça finisse comme pour Jean-Luc Mélenchon et Benjamin Duhamel? Non, parce que Manuel Bompard est quelqu'un de plus mesuré, plus cordial. J'ai dû l'interviewer, je sais pas, 25 fois. J'ai jamais eu de problème. Je me suis juste permis de lui reposer une question. Voilà, il s'est un peu agacé. C'est pas très grave. Ce sont des choses qui arrivent très régulièrement sur les interviews matinales. Mais le geste de Jean-Luc Mélenchon vous a choqué? Oui, beaucoup, bien sûr. Oui, c'est inadmissible. Pour moi, enfin, rien ne justifie ce geste. Rien. Alors, le problème de fond, c'est qu'on peut faire des suppositions, on peut mettre du conditionnel et ainsi de suite, sauf que, très concrètement, même les intéressés, c'est-à-dire Nicolas Demorand et Benjamin Duhamel, vont reconnaître qu'ils n'ont absolument rien vu. Je vous laisse écouter. Ça se passe sur quelle époque? L'émission de Léa Salamé. Le monde est petit, quand même. Alors la nouveauté quand même de cette année, c'est qu'au moment de vous dire au revoir, Jean-Luc Mélenchon vous aurait carrément fait un doigt d'honneur en quittant le studio. On va voir l'arrêt sur image. Alors je mets du conditionnel parce que son entourage a dit que c'était pas le cas, que c'était pas un doigt d'honneur qu'il vous faisait, que c'était juste un geste d'agacement. Vous l'avez vu, ce doigt d'honneur? Non. Ni Nicolas ni moi ne voyons ce qui se passe en sortant du studio. Bon. Alors l'autre flop, c'est effacement. En loose day, et c'est France Info. Alors oui, alors je vais traduire. Alors en loose day, wesh pour les jeunes, mais en douce pour les plus anciens de ma génération. Alors c'est CNews qui est littéralement dépassé par la station-service, alors à 180 km/h dans une Porsche Cayenne gris métallisé immatriculée dans l'Orne. Je fais un coucou au propriétaire. Alors c'est France Info. Donc qui court vraiment après les chaînes de droite, d'extrême droite. Ils ont eu la bonne idée en fait d'inviter un philosophe identitaire, Michel Onfray, qui va se retrouver entouré de 2 autres transfuges de CNews. On a sur le plateau 3 transfuges de CNews, dont un philosophe identitaire qui va tenir ce genre de propos. Je vous laisse regarder, c'est hallucinant. Vous écoutant, je me demandais, quand vous disiez l'enracinement, ça vient de la volonté, en tout cas ça part de la volonté, vous êtes donc complètement opposé, par exemple, à un concept aujourd'hui qui devient de plus en plus structurant, qui est celui du grand remplacement, structurant dans une partie du champ politique?
Je ne connais pas de gens qui ne soient pas pour le grand remplacement. Ça s'appelle la créolisation chez Mélenchon, ça s'appelle le grand remplacement chez Éric Zemmour, mais ils disent à peu près la même chose. Donc il y a une démographie, elle existe cette démographie, et le grand remplacement, oui, il va avoir lieu si on veut. Moi, je ne veux pas utiliser un mot qui serait connoté. On dit, ah, vous l'utilisez dans ce sens-là, c'est que vous êtes zémourien et que l'affaire est partie. On s'en doutait bien. Je ne suis pas non plus pour la créolisation. Je dis simplement que quand une population fait des enfants, une autre n'en fait pas, qu'il y a une immigration qui est massive, que c'est une immigration culturelle aussi, je fais mon deuil d'une France à l'ancienne, d'une Europe à l'ancienne et d'un monde judéo-chrétien à l'ancienne. Je pense que c'est fini, le monde judéo-chrétien. Et je ne suis ni conservateur ni réactionnaire. Je ne pense pas qu'il faudrait revenir à un état passé, qu'on pourrait restaurer un ordre ancien. Je ne le crois pas, ça n'a aucun sens. Et je ne crois pas non plus qu'on puisse dire « Ah, ben, de toute façon, c'est impossible de faire sans, de faire contre, donc il faut aimer également » non plus. Alors, comment vous définissez-vous, si vous n'êtes ni conservateur, ni... comment, vous, en un mot, vous pourriez vous définir aujourd'hui? Moi, je vous ai dit la formule qui me convenait le plus. Moi, je suis socialiste libertaire. Ok, donc on a bien compris ce que Michel Onfray en pense de cette théorie fumeuse du grand remplacement, mais France Info, j'espère en tout cas, n'a pas relayé cette information. Eh bien si, ma chère Amira, ils ont fait un tweet à la con où ils vont mettre grand remplacement, mais dès le début du tweet, alors on va voir le tweet, et qu'ils ont, c'est pour ça que c'est un flop effacement loose day, ils l'ont effacé. Ils l'ont publié et après ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils ont vu le tollé, que le service public puisse faire la promotion, je dis bien la promotion, parce que en fait, si vous voulez, ce genre de tweet-là que vous avez vu à l'écran, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de critique, il n'y a rien, c'est balancé comme ça. C'est-à-dire que concrètement, quand vous voyez ça, vous avez l'impression nette, claire et précise que France Info... Alors, c'est pas qu'ils font la promotion, ce serait malhonnête de dire ça comme ça, mais c'est pas qu'ils font la promotion du grand remplacement, c'est qu'ils le légitiment. C'est-à-dire qu'on peut parler grand remplacement et on peut promouvoir, c'est ce qu'a fait Onfray, le grand remplacement sur le service public, et je trouve ça extrêmement grave. Et leur rebelote, hein, un peu comme on disait avec Rachel Kahn tout à l'heure, France Info, on en reparlera, mais c'est vraiment c'est dramatique. Alors, autre flop, tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as appelé comme ça. Pourquoi une telle question? En gros, je vais expliquer un petit peu. On a posé une question à Benoît Payan, c'est le maire PS de Marseille. Qu'est-ce qu'on lui a demandé et qu'est-ce qu'il a répondu? Alors, généralement, la règle, c'est, par exemple, je peux l'entendre, ça fait partie du travail journalistique, de dire qu'est-ce que vous faisiez à tel rassemblement, qu'est-ce que vous faisiez dans telle manifestation, avec telle personne, même si c'est parfois malhonnête, puisqu'on n'est pas comptable des gens qui sont dans la même manif que nous, alors que nous, on défend quelque chose, par exemple, je sais pas, sur Gaza. Pour ne prendre que cet exemple, on demande généralement qu'est-ce que vous faisiez là? Eh bien, eux, les gens de chez Saadé, donc le groupe Saadé, qui rachète tout à tour de bras, BFM et les journaux, notamment à Marseille, ils vont lui poser la question de savoir pourquoi il n'est pas allé au dîner du CRIF. Alors, c'est-à-dire que ce serait une obligation d'aller au dîner du CRIF et que si on n'y va pas, on est coupable de quelque chose. Derrière, évidemment, il y a une accusation sous-jacente d'antisémitisme, c'est à peine caché, mais j'aimerais bien qu'ils le disent franchement et pas jouer les faux culs comme ils le font. Je vous laisse écouter la réponse, et là je tire mon chapeau pour le coup à Benoît Payan qui a eu le courage de répondre très clairement que même s'il avait pu y aller, il n'y serait pas allé. Je vous laisse écouter. Beaucoup se sont demandé pourquoi vous n'étiez pas présent au dîner annuel du CRIF. Le CRIF, c'est le conseil représentatif. J'ai répondu à vos collègues déjà. Voilà, mais pas, on a envie de l'entendre. Ah, vous voulez l'entendre? Je peux le répéter sans problème. Le Rassemblement national était présent, c'était une première. Pourquoi vous ne l'étiez pas rapidement pour le rappeler à nos téléspectateurs? D'abord parce que je ne pouvais pas, et si j'avais pu, je n'y serais pas allé, parce que j'ai indiqué que je ne voulais pas, sans faire offense à qui que ce soit, donner le point ou faire crédit à des personnes qui considèrent que la politique qui a été menée, que la guerre qui a été menée à Gaza et qui heureusement s'est arrêtée, j'espère qu'on en parlera, et qui a fait des dizaines de milliers de morts, soit accréditée. Je ne voulais pas entendre de gens qui glorifient ce genre de choses. Et je ne confonds pas le CRIF, je ne confonds pas d'ailleurs certains dirigeants du CRIF avec les communautés à Marseille. Et personne ne me fera dire que l'on peut monter les communautés les unes contre les autres. Alors j'ai compris la question, parce que aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de dire on va essayer de faire se battre les musulmans et les juifs. Je ne l'accepterai jamais. Et évidemment, alors je parlais d'accusations d'antisémitisme sous-jacent, il y a derrière quelque chose d'encore plus grave, je trouve, c'est de
laissé planer l'idée que les médias seraient copains comme cochons avec le CRIF. Et alors quand je dis le CRIF, ça ne veut pas dire avec la communauté juive ou je ne sais quoi, ça veut dire avec l'extrême droite pro-génocidaire israélienne. Et donc ça vient encore une fois alimenter l'antisémitisme, le vrai. Donc faites gaffe, arrêtez vos conneries, ça commence à devenir gonflant parce que, in fine, ça nous retombe dessus. Et comme le disait Ronnie Broman sur notre antenne, ça lui retombe aussi dessus et ça retombe sur les juifs de France, les juifs progressistes qui du coup sont mis en danger, dixit Ronnie Broman. Et on va passer au microscope. Cet accord de paix pour Gaza, bien, c'est une vaste blague. On rappellera juste que les bombardements israéliens se poursuivent, tout comme la famine. Mais officiellement, écoutez notre cher Donald Trump, c'est la fin. Alors les pro-génocidaires sont coincés. De quoi vont-ils parler désormais ? Ils se raccrochent aux branches et Caroline Fourest est la capitaine de cet exercice, Momo. Ah oui, franchement, elle a mérité sa Légion d'honneur là-dessus. Il n'y a pas de problème. Alors, on a vécu le pire du pire concernant leur volonté de justifier à tout prix les massacres, notamment de civils à Gaza, au nom d'une guerre imaginaire finalement contre le Hamas, puisque bizarrement, on n'a presque jamais autant parlé du Hamas qu'en ce moment, comme quoi cette guerre, entre guillemets, qui visait à éradiquer le Hamas n'a pas été d'une efficacité redoutable, et que c'était peut-être pas la volonté de départ, c'était peut-être plus de récupérer les terres. Et donc, sans rire, effectivement, Caroline Fourest va mettre ses talents de manipulatrice militante de l'information au service de la lutte contre la désinformation. Et elle va expliquer, face cam, qu'en fait, elle va nous sortir, alors ça veut dire qu'on a encore quelques émissions devant nous, elle va nous sortir une série de podcasts pour expliquer comment, nous, collectivement, les pro-droit international et pro-Gaza, comment nous avons manipulé les mots et manipulé l'information. Je n'arrive même pas à comprendre comment elle peut, comme ça, les yeux dans les yeux, sortir autant d'énormités. Je vous laisse écouter. On va commencer un cycle de vidéos ensemble où je vais essayer, dans des formats rapides, brefs, de vous expliquer des choses que moi j'entends beaucoup et dont je sais qu'elles sont fausses. Par ma pratique de journaliste, d'éditorialiste, par les sujets que j'ai croisés dans ma vie, je sais qu'il y a beaucoup de malentendus et beaucoup de manipulations et beaucoup de mensonges sur certains sujets. Et donc l'idée avec ces petites vidéos, c'est de déminer tout ça, de se raconter les coulisses, de dire franchement ce qu'il en est ou ce qu'il en est pas, et aussi de prendre des fois des mots piégés ou des mots valises qui servent à alimenter la confusion de l'époque. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux que dans le moment qu'on vit, que ce qu'on appelle le confusionnisme, où des mots sont polysémiques, c'est-à-dire des gens entendent des choses différentes à partir d'un même mot et se comprennent plus. Ça sert la polarisation, ça sert les extrêmes, ça perd tout le monde, et ça peut être dangereux, donc c'est pour ça qu'on va en parler tous ensemble. Alors, c'est marrant parce que du coup, on la reconnaît, elle, à travers... Vous savez, il y a une expression qui dit on reconnaît les vices du prêcheur au péché qu'il dénonce. C'est un peu ça, en fait. Tout ce qu'elle dénonce, c'est ce qu'elle produit à longueur de journée. Et le problème, c'est qu'elle est toute seule. Elle est toute seule, avec ses copains du Printemps républicain, Enthoven et compagnie, mais elle est toute seule face à des fanzines, des petits journaux tout discrets que personne ne connaît, genre le Guardian, le Monde, le Washington Post et le New York Times. Et puis on va mettre aussi des historiens, des politologues, des gens comme Vincent Lemire par exemple. Tous mentent, sauf la brillante Caroline Fourest. Je vous laisse écouter. Mais moi, je connais indirectement un médecin qui est allé à Gaza plusieurs fois et qui dit qu'il a vu vraiment des situations comme il en avait rarement vu dans sa situation d'humanitaire. Je crois ces témoignages-là. J'ai juste un problème comme journaliste avec le fait qu'on utilise des photos qui ne sont pas correctes. On a même eu des photos qui remontaient à la famine du Yémen pour illustrer une famine en cours à Gaza. Qu'aucun journaliste ne soit ému à l'idée de rectifier ça, et quand on l'a fait sur le plateau d'LCI, il faut du courage. Je sais qu'il faut du courage aux journalistes pour y aller, parce qu'ils vont se faire incendier ensuite sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai le cuir un peu épais et j'ai le dos assez large. J'y vais, mais il faut qu'on soit plus nombreux, parce que c'est trop grave. Il y a la famine, il y a les chiffres aussi. Vous vouliez nous parler aussi de cet intox, alors mauvaise interprétation délibérée ou erreur d'interprétation sur les 83% de morts civiles qu'auraient causé les bombardements. Mais là, c'est terrible parce que, on sait déjà depuis le début de ce conflit que la presse s'est empressée de reprendre les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Comme si le Hamas, pareil, est-ce qu'il faut travailler 20 ans sur les frères musulmans pour savoir qu'ils sont capables de mentir ? Là, carrément, on a vu un historien, Vincent Lemire et d'autres, reprendre ce chiffre de 83% de victimes civiles à Gaza.
ce chiffre est totalement trafiqué. Il remonte à un article totalement mensonger du Guardian. Et pardon de vous dire que quand on travaille sur les frères musulmans, il y a quelques journaux qu'on évite de lire parce qu'on est habitué à ce qu'ils commettent des erreurs un peu étonnantes. Et le Guardian, avec le New York Times, Washington Post et Le Monde. Alors évidemment, ce serait sans compter sur son copain dont je parlais tout à l'heure, Raphaël Enthoven, qui va écrire, ouvrez les guillemets, écoutez bien, c'est hallucinant, c'est vraiment l'inversion accusatoire totale. Le travail qui nous attend pour les années qui viennent sera d'expliquer inlassablement qu'une guerre contre une organisation terroriste qui commence par un pogrom, les mots ont un sens, il faudra qu'elle nous explique ça, Caro, et qui se termine par la libération des otages n'est pas un génocide, mis entre guillemets. Et une fois qu'on aura déconstruit cette accusation grotesque, il faudra se poser la seule question qui vaille, 2 points. D'où vient la popularité de ce terme? Pourquoi a-t-il contaminé l'opinion publique alors qu'il est si spectaculairement faux? Sur quoi s'appuie-t-il? Absolument rien. Et Émeric Caron, donc le député rêve apparenté à LFI, va lui répondre, et je trouve que la réponse se suffit à elle-même. Non, le travail que l'on doit entamer dès maintenant, c'est d'expliquer qu'un type qui ne connaît rien au sujet, c'est factuel, qui ne connaît rien au sujet d'actualité qu'il traite, propagandiste de l'extrême droite israélienne, c'est aussi factuel, négationniste des génocides des Palestiniens, c'est encore factuel, ami intime du raciste Printemps républicain, multi-invité sur les plateaux télé, quelles que soient les saloperies, c'est lui qui le dit, qu'il raconte n'est ni philosophe ni même intellectuel. Il faudra se poser la seule question qui vaille, pourquoi le système médiatique a-t-il donné tant de place à Enthoven pour débiter ses âneries sur un ton ridiculeusement pédant? Alors, T'as la réponse ou pas, Momo? Non, alors j'ai pas la réponse. J'avoue que ce système médiatique de l'entre-soi m'interroge effectivement. Alors, il met Émeric Caron, philosophe entre guillemets. Je trouve ça intéressant parce que j'étais ce week-end chez des amis, qui regardent notre chronique de manière régulière et effectivement, la question m'a été posée de savoir si ailleurs, il faudrait que je passe quelques coups de fil d'ailleurs. Alors je pense appeler des confrères qui soient au Québec ou en Belgique ou en Suisse, mais savoir si on vérifie et on qualifie effectivement de philosophe n'importe qui. Et je pense que le problème, vraiment, il vient de là et ça nous renvoie à ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire que on vérifie pas les étiquettes. Et en quoi est-il philosophe? Est-il étudié dans les universités? Non. Est-il étudié dans les lycées? Non. Y a-t-il des ouvrages qui s'inspirent de sa pensée fulgurante? Non. Y a-t-il une école, Enthoven? Non. Donc je ne sais même pas en quoi il est philosophe. Donc pour toi, juste le diplôme ne suffit pas? Non, bien sûr que non, parce qu'une fois que vous avez votre diplôme dans des conditions parfois particulières, avec des dates qui me posent problème, on en a parlé ici déjà, une fois, absolument. Une fois que vous avez fait ça, il faut produire des choses. C'est-à-dire que c'est un peu comme les chercheurs, c'est un peu comme Florence Bergeau-Blaclair, on peut être chercheur au CNRS sans être étudié dans les universités. Elle le reconnaît elle-même, elle n'est pas étudiée dans les universités, personne ne s'appuie sur ses travaux de manière scientifique, de manière universitaire, de manière académique, donc non, c'est pas une fin en soi. Il faut produire pour être reconnu dans ces milieux-là, et ça n'est évidemment pas le cas. Alors, c'est pas le cas pour lui, c'est pas le cas pour Caroline Fourez, qui n'a rien d'intellectuel à part de parler de manière un peu comme ça, toujours très posée, très calme, et puis dire qu'il n'y a pas de mort à Gaza, il n'y a pas de famine à Gaza. Ah, tu limites bien. Hein, mais après, je vous ferai Elisabeth Lévy. Oui, c'est ça là que tu fais le mieux. Hein. C'est vrai. Je donnerai mes dates. je vais me produire en province. Non, alors le pire du pire, puisqu'on est ici dans une chronique de critique média, c'est quand même ce qu'a fait Nathalie Saint-Cric récemment. Alors, ça part toujours, c'est ça, c'est comme tous les trucs qui sont... toutes les catastrophes partent toujours d'un bon sentiment. Elle va se retrouver à une soirée communautaire pour soutenir, alors évidemment, pour la mémoire des victimes et des otages, notamment du 7 octobre 2023, c'était les 2 ans. Et puis on apprenait que les otages allaient être libérés, que les corps allaient être rendus. Donc il y avait évidemment quelque chose comme ça, une commémoration qui me semble tout à fait utile et légitime. Simplement, elle va se retrouver à soutenir ses amis dont on vient de parler, notamment pro-génocidaires, sous couvert de solidarité avec ces fameux otages israéliens. Je rappelle qu'elle a des fonctions éminentes au sein du service public et notamment sur les questions politiques. Je vous laisse écouter Nathalie Saint-Cric. Vraiment, tendez l'oreille
oreilles, c'est magnifique. Merci de m'avoir, non pas choisi, mais de m'avoir proposé de venir ici avec vous, parce que de toute façon, j'y aurais été en pensée, en parole, peut-être pas en chair et en os, surtout en chair. Je n'exclus pas la possibilité d'être obligé de partir tout d'un coup à cause du gouvernement. Je crois qu'il y a certaines personnes dans la salle qui comprendront. Mais je voulais être là de toute façon, même pour lancer le début. Je voulais quand même savoir, du côté de mes deux amis, est-ce que vous vous doutiez, quand vous avez appris, quand vous avez vu, des conséquences que ça aurait pour les Français? Tout à l'heure, quelqu'un parlait de fracture française. Je ne sais pas si c'est le terme qui est employé. Et pour vous, et pour le monde des idées, cette espèce de retournement qui fait qu'on a parlé du 7 octobre le 7 et que dès le 8-9, on parlait d'autre chose. Enfin, assez vite d'autre chose. Avec aussi la nécessité, puisque vous parlez dans un monde de communication, qui on peut le déplorer, on peut le trouver souhaitable, on s'en fiche, qu'il y ait du côté d'Israël un espèce de, comment dire, ou un renoncement ou une inaptitude à comprendre un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on parle à des gens qui ne savent pas, forcément qui ne comprennent pas l'histoire ou qui ont décidé de ne pas le comprendre. Non? C'est un point de vue purement personnel. Mais on avait dit qu'on arrêtait. Laisse les mots de la fin, on avait dit qu'on arrêtait. Est-ce que j'ai raté le gouvernement, autant qu'on va faire une minute de plus. Poulet? Non? J'ai pas compris ta question. Alors, je dois être vraiment confuse. Mais est-ce que ça ne vient pas en partie aussi d'un refus ou d'une inaptitude du gouvernement israélien à communiquer, à essayer de savoir l'impact que peut avoir, ou alors c'est plus leur problème? Je ne dis pas pour faire de la propagande, je dis simplement pour comprendre que ça peut avoir un impact sur les opinions. Alors, vraiment, noter la phrase, elle est formidable. Je vais peut-être devoir vous abandonner. Certains parmi vous comprendront parce que le gouvernement va être... Mais comme si elle était essentielle, quoi. Comme si... Voilà, ça veut dire qu'elle n'en a rien à foutre, en fait, de cette commémoration. Jamais il me viendra à l'esprit, à une commémoration ou à des obsèques, de dire, vous comprendrez, je suis journaliste, peut-être que je serai amené à me barrer parce qu'on va annoncer la composition du... Parce que c'est pas... Je veux dire, elle ne se rend pas compte... De son ego. Oui, alors voilà, elle a un ego surdimensionné. Bon, elle en rigole un peu sur en chair et en os, ça c'est déjà pas mal, mais intellectuellement, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de dire je suis là, mais j'en ai rien à foutre, et que je suis tellement essentiel que je vais peut-être devoir me barrer avant la fin. Rien ne va dans ce scénario, un peu comme dans beaucoup d'autres scénarios qu'on a pu observer depuis le début de cette émission, et j'ai presque envie de dire depuis le début de la chronique. Oui, d'ailleurs, c'est presque la fin de la chronique Moumou. C'est l'heure du coup de cœur. Alors, ton coup de cœur, Moumou, tu l'as consacré à un historien du nazisme. Il s'appelle Johann Chapoutot. Oui, il est exceptionnel, ce garçon. Alors, on n'appelle pas ça une bande dessinée, mais plutôt un roman graphique. Et ça, alors, c'est super documenté. Ça s'appelle Libre d'obéir. C'est chez Casterman. Et alors, ça raconte, le lien qu'il peut y avoir entre le management dans les entreprises et le nazisme, tout simplement. Et je me souviens d'un article de l'Humanité il y a très longtemps qui avait déterré un fascicule ça s'appelait pas le MEDEF à l'époque, ça s'appelait le CNPF, le Conseil national du patronat français. Ils avaient réussi à se procurer un petit fascicule qui expliquait, qui reprenait toutes les règles pour assouvir, rendre quasi esclaves les salariés dans une entreprise et puis les cadres, et que les cadres rendent les salariés aussi serviles. Et là, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et là, de manière... Alors, sans tomber dans le point Godwin, ils vont réussir, à travers un certain nombre de dogmes du nazisme, ils vont réussir à faire le lien avec... Alors, il y a des choses liées notamment, évidemment, au racisme, au sport, à toute une série de choses qui asservissent, notamment... on parle de la spoliation, on parle du crédit, on parle vraiment de toute une série de pans du nazisme qui s'adaptent très facilement au monde du travail, et ça va partir en plus d'une cadre qui va avoir des difficultés, qui va être un peu perdue et qui va trouver à travers ces fascicules et ces éléments de langage, qui va trouver une porte de sortie pour pouvoir les appliquer dans son entreprise.
Et donc, c'est libre d'obéir. Alors, je lis juste une phrase de la Cate de Couve. Révèle l'étonnante familiarité entre certaines pratiques du management moderne et la pensée nazie de l'organisation, une réflexion aussi dérangeante que nécessaire. Et effectivement, c'est à la fois dérangeant et à la fois nécessaire. Et ça se lit d'une traite. C'est signé Johan Chapoutot, Philippe Girard, libre d'obéir, chez Casterman. Et il y a une déclinaison qui se fait sur les planches. Mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard parce qu'il faut que je reprenne exactement les dates. Et puis, on recevra, je l'espère, on recevra les auteurs sur notre plateau. On l'espère aussi. On approche dangereusement de la fin de cette émission. Oui. Je suis désolée, mais juste avant, tu as des remerciements à nous faire. Oui, jamais. Enfin, jamais. Dès que je peux, parce que parfois on zappe, mais là, il y en a très peu. Je vous rassure, restez connectés. Alors, il y a Daniel de Montreuil, Mara Stéphana, c'est de superbes prénoms, et leurs 3 charmants enfants qui sont de Fleury-les-Aubrais, ainsi que Laurent de Saint-Ouen, Maïn de Lorient, et pour finir, Hamid de Villepinte, qui est également taxi parisien, et d'être suivi par un taxi parisien, c'est formidable en termes de rayonnement. Merci Hamid. Merci à tous, on leur fait un grand coucou, on espère qu'ils vont nous regarder la semaine prochaine, comme toutes les semaines. En tout cas, merci Momo. Merci. Et c'est la fin de cette émission, vous l'aurez compris. Merci de votre fidélité. Chaque semaine, c'est très important. On rappelle que le média, votre média, ne vit que grâce à vous, grâce à vos dons. Alors, si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr. Restez connectés aux médias. L'info, c'est tous les jours. À bientôt.